Bon, Olivier, il faut quand même être sérieux en même temps. Des trucs en carton. Quand tu faisais des lapins en plastique, c'était à peu près ça, mais des trucs, des jouets en carton. Non, donc on va passer aux choses sérieuses maintenant. On va s'intéresser aux grandes entreprises et on va s'intéresser justement. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si ces trucs pas sérieux qui se passent par des gens pas sérieux et qui sont dans leur pas sérieuxtude très sérieux. Concernent les grandes entreprises, si ça les intéresse, si elles entendent, si ça bouge quelque chose, s'il y a au fond aujourd'hui, concrètement, en dehors du fait de pouvoir aller produire ce que des makers ont conçu, est-ce qu'il y a concrètement aujourd'hui des connexions entre la culture et les pratiques des grandes ou des très grandes entreprises et de la communauté maker et de la culture des makers. Et pour ça, on va commencer par demander à Marie-Noéline Viguier de nous rejoindre. Marie-Noéline, on en a déjà un petit peu parlé parce elle a beaucoup travaillé avec nous dans le cadre de l'expédition Refaire. C'est une sorte de tête chercheuse pour tête chercheuse au sein de NODA donc, qu'elle a créé. Elle conçoit des dispositifs d'innovation collective, certains ouverts, d'autres plutôt internes à des entreprises. Et donc, Marie-Noéline, tu travailles sur ces sujets-là avec aujourd'hui plusieurs grandes entreprises. Est-ce qu'elles t'entendent? Est-ce que ça les concerne? Qu'est-ce qu'elles font finalement avec la culture maker? En effet, NODA travaille depuis maintenant 4 ans à concilier un peu ces deux mondes. Et donc, du coup, je ne vais pas commencer par vous parler de ce qui est possible au niveau du changement des chaînes de conception, fabrication, distribution. Personnellement, moi, j'y comprends pas grand-chose. C'est encore quelque chose de très technologique. Je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un intérêt réel pour cette culture maker de la part des entreprises, pour cet amour du faire, pour cette passion un peu. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Pardon, je vais me reprendre. Déjà, cette culture maker. Alors, les makers... J'ai utilisé ce terme-là. Au départ, le brief était sur bricoleur, parce que c'est extrêmement compliqué. Bricoleur, il y a un petit côté de temps en temps péjoratif, en tout cas un peu hobby, alors que ces makers, quand on leur demande de se définir, même eux sont à la fois des ingénieurs, des constructeurs, des inventeurs, des gens qui sont des passionnés, des gens qui sont des bidouilleurs. Ils font un peu tout. Mais si on regarde un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent se définir, on voit qu'ils font les choses eux-mêmes, qu'ils prototypent, qu'ils aiment le spécifique, qu'ils aiment choisir ce qu'ils font, qu'ils ont un accès aujourd'hui facilité aux outils de production et de partage, que bien sûr ils utilisent Internet, et surtout que c'est une communauté. Et au final, je pense que ce qui intrigue beaucoup aujourd'hui les grandes entreprises, les grandes industries là-dedans, c'est cette révolution du faire, qu'on a un peu de mal à comprendre, parce que c'est des gens qui sont portés par le sens du faire, qui développent cette attitude de temps en temps un peu ludique, qui ramène un goût de l'amateurisme, qui injecte une nouvelle esthétique, peut-être pas, qui n'est pas très naturelle pour les grandes entreprises, qui ont eu l'habitude pendant des années de penser les choses de manière quasi parfaite. Et c'est des gens qui disent qu'au final, il vaut mieux que ce soit fait que ce soit parfait. Et je trouve la phrase assez juste. Donc c'est plus qu'un nouveau modèle économique, c'est plus qu'une révolution qui est purement industrielle. À mon avis, c'est quelque chose qui est comportemental, social, et c'est à mon avis à ça que les grandes entreprises s'intéressent. Donc Dougherty, grand représentant du monde des makers, dit qu'en effet aujourd'hui, dans les rapports entre makers et industrie, on a les makers qui agissent en niche et que les grandes entreprises vont faire regarder, piquer 2-3 idées. Alors c'est vrai que c'est une rencontre qui est compliquée, des fois on a peur, on se dit que ça va être un peu récupéré, très marketing. Mais je pense qu'au final, ce que les entreprises regardent et qu'elles ont intérêt à intégrer, c'est plutôt les pratiques et les valeurs qui sont défendues là-dedans. Et donc, c'est un peu là-dessus que je voudrais porter cette intervention, parce que les grandes entreprises, depuis tout le temps, en tout cas, nous, elles viennent nous voir avec ces besoins-là. Elles ont besoin d'innover, elles veulent motiver, elles veulent arrêter la souffrance au travail, elles veulent changer les modes de collaboration. À un moment, elles ont fait de la transformation. À un moment, elles ont optimisé les process. Enfin, il y a toujours cette même question, mais au final, c'est une question de comment est-ce qu'on fait ensemble, comment est-ce qu'on arrive à fonctionner, à garder une dynamique, quelque chose qui va faire qu'on n'est pas forcé de mettre en place des plans, des fois d'une absurdité, enfin, excusez-moi, mais qui humainement, en tout cas, on vire de temps en temps à l'absurdité. Et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, c'est ce côté un peu naturel qui commence à intéresser les grandes entreprises. Bon, alors, elles viennent de là naturellement. Quand on regarde dans l'histoire de l'industrie, je sais, vous allez tous me dire, quand on est petit, on a toujours ce goût un peu comme ça pour la nouveauté, le ludique, on fait les choses facilement. Et c'est après un peu que ça se complique. C'est pas faux. D'ailleurs, je sais qu'on a parlé de Ford
ce matin. Ford, qui a commencé pareil dans son garage et dans un atelier, aujourd'hui réinvestit dans TechShop pour proposer, alors ça je ne sais pas si ça a été dit ou pas, mais pour proposer un partenariat avec ses employés, pour que ses employés, de jour comme de nuit, puissent accéder au TechShop. Et ce que ça a fait aujourd'hui, on a les premiers résultats, c'est qu'on a 30% des hausses de dépôt, de hausse de dépôt de brevets sur... sur Ford, et surtout, il y a l'acceptation d'idées plus en rupture. Parce que, en allant là-bas, en prototypant, les gens reviennent avec non plus seulement une envie, un désir, mais quelque chose de concret. Et à partir de ça, les choses commencent un peu à se structurer. D'autres types d'initiatives qui font que les industries rencontrent un peu ces makers, alors ça on est toujours sur des choses assez extérieures. Il y a GE qui ouvre un garage avec des ateliers qui proposent à ses employés, aux familles des employés, au grand public, où on va pouvoir venir apprendre à la CNC, enfin des choses, à construire des objets autour de l'Internet, des objets, des montres qui permettent de lire la météo. Donc des choses assez ludiques et qui semblent comme ça, en tout cas qui remotivent, qui suscitent un peu l'invention. Autre type de participation, ça c'est un événement qu'on organise, ça s'appelle Make It Up. Donc là, c'est des événements qui sont ouverts, qui sont portés par des acteurs ou du web, makers, enfin généralement plutôt autonomes. Donc Make It Up, le but c'est de réunir des designers, des ingénieurs, des passionnés autour de la question de l'obsolescence programmée. Donc cette question qui intéresse les industriels, alors où ils mettent un peu d'argent, mais surtout ils envoient du monde, qui vont venir pendant 3 jours pour travailler avec tous ces gens-là. Alors généralement quand les gens reviennent, ils sont heureux parce qu'ils ont vécu 3 jours intensifs, ils sont arrivés à des protos un peu géniales, ils ont abordé énormément de choses. Je vais passer sur Muséomix, j'y reviendrai peut-être après. Mais au final, derrière, ça ne change pas vraiment le quotidien. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce travail un peu au quotidien et comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à avoir cette dynamique, et c'est ce que fait Noda. Et ce qui est certain, c'est que si on veut travailler comme ça, demain, c'est sûrement pas en continuant à demander à tout le monde de se comporter de cette manière-là. Donc il va falloir changer radicalement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup de théorisations sur comment est-ce qu'on arrive à amener ce changement. Il y a un monsieur qui est assez merveilleux, qui s'appelle Isaac Getz, qui a convaincu pas mal de grands dirigeants, dont une entreprise dont on parle souvent, qui s'appelle Poult, de commencer à changer un peu leur mode d'organisation, et que quand on regarde ce qui est véhiculé, en effet, on n'est pas si loin des fondamentaux qui font marcher un peu ces communautés makers. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trop le temps d'attendre le messie, ou en tout cas le dirigeant ou le consultant qui va pouvoir à un moment adresser toute une vision à une entreprise et faire changer tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse plus, et c'est ce qu'on fait c'est ce que je fais au quotidien, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille au cœur des métiers, sans attendre que ça vienne un peu d'en haut et que ça prenne 4 ans de déploiement, de changement, d'équipe managériale, etc. Il faut le faire, mais il y a peut-être d'autres moyens. Et donc on travaille avec ces gens-là, on travaille avec ces bricoleurs du travail de demain, qui peuvent être ou des gens qui travaillent à l'innovation, mais des fois ils travaillent dans des business units tout à fait normales, ils vont répondre à des appels d'offres sur de l'eau, enfin vous voyez, on n'est pas sur des gens qui cherchent en permanence la nouveauté. Et voilà, et ces bricoleurs du quotidien, on travaille avec eux pour sur tous leurs projets, à chaque seconde, et essayer de représenter un peu comme ça cet esprit numérique, cet esprit des makers, ça se mélange souvent. C'est permis parce qu'il y a des outils aujourd'hui. Il y a des outils pour faire à peu près tout et n'importe quoi, et que ces outils se démocratisent, et que ces outils, on peut facilement les réinjecter dans l'entreprise. C'est très peu fait, et c'est assez étonnant, mais on peut faire un site internet en 2 secondes, on peut faire un prototypage d'application en allant sur des sites comme Proto ou autres, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus simple, même sur iPhone, maintenant, vous pouvez faker facilement les choses. Il y a tous les outils de fabrication numérique qui sont intéressants. Bon, non seulement parce qu'ils vont créer beaucoup de choses en termes de produits finaux, etc., mais aussi parce que c'est cette culture du prototype qu'on va pouvoir réinjecter et qui va venir pouvoir changer les choses. Et moi, je pense que ça peut agir à peu près sur tout. Ça peut agir, alors en effet, sur des projets physiques, c'est facile. On se dit, on va faire une maquette. Au lieu de penser le train du futur, on va le faire et ce sera beaucoup plus simple. Mais ça marche aussi pour d'autres sujets, sur de la scénarisation de services, sur de la conception de lieux, sur de la conception d'applications. Et au final, il s'agit peut-être de retrouver cette question-là et de passer d'une approche où on dit souvent il faut du brainstorming. Et nous, je pense qu'il faut emmener les gens comme ça sur cette culture du make, du faire et du make-storming. Pardon. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait avec une entreprise qui a déjà une culture collaborative assez forte, qui s'appelle Leroy Merlin, et qui a emmené comme ça, qui a décidé d'inspirer tous ces employés, comme ça se fait souvent, et donc de les envoyer dans des formes de learning expedition pour aller regarder un peu ce qui se faisait à droite à gauche dans le monde.
Et puis généralement, les gens le font, reviennent, ils ont pareil, 3-4 idées, on les met sur des PowerPoint, on les envoie à son manager, et puis ça fait un peu lettre morte. Donc là, comment est-ce qu'on pouvait changer un peu ça? Et on a fait en sorte que dès qu'ils reviennent de voyage, leur idée, ils puissent la prototyper. Donc on les a invités, on les a fait venir chez nous, en l'occurrence, et avec des machines de fabrication numérique, avec tous les outils qu'on avait sous la main, on les a fait réfléchir comme ça sur un temps très court, ça a pris une journée, mais au moins à la fin, ils en sont arrivés à converger un peu sur les quelques projets qu'ils voulaient vraiment faire exister. Ils se sont posé la question de savoir s'ils étaient capables de les porter, et c'est autour de ça qu'on a commencé à leur faire les choses. Alors je sais que ce n'est pas grand-chose, mais en tout cas c'est la preuve d'une dynamique. Ils sont partis, ils étaient non seulement heureux, mais surtout ils avaient un plan du lieu qu'ils voulaient mettre en place, le langage était posé, ils avaient la vision était la même, et donc le projet va se déployer beaucoup plus facilement derrière. Même question sur la création de produits. Alors, quand on veut créer un nouveau produit, où en effet on se met à faire des milliards d'études de marché, ou on fait là comme ce qui s'est fait avec une entreprise de bricolage, on adresse des makers et on commence à travailler avec eux, toujours autour de l'objet, pour se demander ce qu'on a envie de faire. Alors vous voyez, ça s'est fait avec ADO. Il y a des choses diverses et variées qui sortent. Ce n'est pas des nouveaux produits, on est vraiment sur un pré-brainstorming. Donc on est très très loin de questions de confidentialité ou déjà de droit ou de choses comme ça. On est déjà sur un premier moment de rencontre et ils ont fait tout et n'importe quoi. Mais il y a des choses intéressantes qui en sont sorties, notamment des petites choses pour s'aider à tenir le clou quand on pose un clou et pour ne pas se faire mal aux mains. Un rouleau qui permet comme ça de peindre en imprimant un peu les mots qu'on veut. Donc voilà, du ludique, mais mine de rien, il y a des propositions qui n'auraient jamais vu le jour autrement. Le problème, quand c'est fait comme ça, c'est que la collaboration est trop faible, que le brief n'était pas suffisamment costaud en amont, et que du coup, pareil, il ne se passe pas grand-chose. Donc comment est-ce qu'on emmène? Alors je sais que cette histoire de co-création de produits, c'est beaucoup le cas dans l'industrie, on connaît ça depuis longtemps. Là, c'est EDF en 2009 avec Arduino, on en avait parlé à Lyft à l'époque, je crois, qui a fait un atelier sur l'Internet des objets pour bidouiller un peu là-dessus. 2009, c'est HomeSense, on en avait parlé ici. Et depuis, rien. J'en ai discuté avec lui. Donc pareil, ils arrivent, ils ont un truc génial, qui est d'une complexité assez folle, qui intègre des milliards de questions de vision, de déploiement, de technique. Mais derrière, on retombe dans le process de l'industrie. Et du coup, ça épuise énormément. Les gens ont beaucoup de mal. Donc comment est-ce qu'on arrive à aller plus loin? Et pourquoi est-ce que là, ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que généralement, en R&D, ça ne marche pas? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs choses qu'on n'a pas pensé. On a voulu penser un temps unique d'un produit. Et cette culture des makers, c'est aussi ça, c'est qu'on va penser ce prototype permanent. Donc à chaque fois, on est en itération de l'ensemble. Et l'ensemble, c'est pas seulement la R&D. L'ensemble, c'est le commercial. L'ensemble, c'est la finance. L'ensemble, c'est le marketing. Et donc, ce qu'il faut, c'est créer des temps où ces gens arrivent à penser et à faire des premières versions déjà tous ensemble. Donc ensemble en interne et bien sûr, pour ne pas se faire plus bête qu'on est, ensemble avec l'extérieur, parce qu'il faut aller chercher des compétences, surtout quand on est sur des nouveaux sujets. Et voilà, il faut prototyper, reprototyper. Là, je voudrais vous parler d'un exemple d'un sujet qu'on a traité avec un client et qui, à mon avis, est assez intéressant. Donc c'était avec Systra. Systra, c'est une émanation de la RATP et de la SNCF qui voulait travailler sur le transport à haute densité de demain. Donc comment est-ce qu'on fait pour transporter maintenant à l'échelle mondiale tous ces nouveaux flux? Les infrastructures sont en train de se repenser, ça va durer des années, donc c'est quand même un sujet plutôt important. Tout ça partait au départ d'une volonté d'innover technologiquement, et en fait on a changé un peu l'approche. On a dit, voilà, plutôt que de continuer à réfléchir comme ça sur l'innovation technologique du viaduc qui est déployé dans le monde entier, on va aller chercher tous les points dans le monde, toutes les villes sur lesquelles ce viaduc va être appliqué dans les prochaines années. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on n'a pas fait de la R&D pure, on a reconnecté au métier. Donc on allait chercher les chefs de projet qui étaient concernés par ça. Et du coup, on a eu la bonne matière, et deux, on a eu des gens qui d'ailleurs étaient capables de porter un peu les propositions. Et donc on ne raisonnait pas un peu dans le vide, parce que je ne sais pas vous, mais moi de temps en temps, ça me fatigue. Donc on a réuni tous ces gens-là. Excusez-moi, je vais revenir. Non. On a réuni tous ces gens-là, et puis donc on leur a d'abord donné une vision un petit peu, parce que pareil, penser le transport de demain, c'est pas non plus quelque chose de facile. Donc on est allé chercher des gens à la fois en interne qui avaient déjà travaillé sur le sujet, mais aussi en externe, des gens qui étaient porteurs de nouvelles technologies, de nouvelles visions, de nouvelles informations que l'entreprise et l'industrie n'avaient pas forcément, parce que le savoir n'est pas également réparti. Voilà, donc on les a fait travailler comme ça sur 3 jours. On a amené nos machines, puisqu'on se déplace
avec toujours notre petit atelier de prototypage pour être autonome et jamais être pris de trop de contraintes. Donc on avait une découpe laser, une imprimante 3D, tout ce qu'il fallait pour faire des maquettes. Parce qu'on s'est dit que ce prototype, on allait le penser dans les villes. Donc on a reconstitué les vrais environnements. On a pris une rue, on a pris... et avec l'imprimante 3D, qui est quand même une technologie fabuleuse pour ça, et la découpe laser, on a réussi à faire à l'échelle des propositions qui étaient extrêmement personnalisées, qui tenaient compte de la population, des problématiques de terrain de la ville. Et je vous garantis que penser quelque chose à tel endroit ou à un autre, c'est absolument pas... Il y a un nombre de contraintes qui est assez dingue. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les projets étaient extrêmement... ont été assez poussés. Vous voyez un petit peu ici les maquettes finales que ça a données. Donc vous voyez, on est quand même sur des choses qui sont assez abouties. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que dans le prototype qu'on va rendre, il n'y a jamais que le point qu'on veut traiter. Il y a une capacité à communiquer sur ce qu'on a amené. Et c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, brièvement juste, ces quelques règles du prototype, parce qu'en effet, là, les exemples que je vous ai montrés, c'est à chaque fois se poser la question de, par rapport à ce que je veux travailler, quel est le prototype que je dois viser pour que je puisse avancer, pour répondre à la question et pour que les gens puissent comprendre ce que je suis en train de raconter. Ça, c'est une autre expérience qu'on a faite, parce que c'est bien gentil de faire des sessions et de réunir 50 personnes, mais ça coûte cher, ça prend du temps, tout le monde n'a pas tout le temps ce temps-là. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir ça de manière un peu plus fluide et à pas forcément être comme ça sur des systèmes extrêmement intensifs qu'on trouve beaucoup dans le monde des makers, mais qui au quotidien ne sont pas vraiment vivables. Donc ça, c'était avec Capgemini. C'était une expérience qu'on a appelée le garage, c'était assez ancien, et c'était repenser un peu le modèle de collaboration de Capgemini. Et donc on a ouvert ce lieu, ça a duré 12 semaines. On a mixé les gens, c'est-à-dire qu'on a mis des gens de chez Capgemini, on a mis des experts de la collaboration, parce que la collaboration pensée en 1980, ce n'est pas la même que la collaboration pensée en 2012. Il y a le web entre-temps, il y a un rapport horizontal qui fait que les choses sont fondamentalement changées. Et pendant 12 semaines, ces gens-là se sont croisés, se sont éduqués, se sont parlé, ont prototypé, et puis on a intégré au fur et à mesure, en faisant jouer le rôle de VC à la direction de Capgemini, on a intégré un peu les contraintes au fur et à mesure de cette organisation. Mais petit à petit, on ne les a pas étouffées dès le départ, on a laissé d'abord émerger les propositions, et ensuite petit à petit, on a rebouclé. Je vais aller vite. Autre tendance, donc c'est ces fameux lieux, donc on vous en a parlé ce matin, les industries ouvrent des lieux, elles ouvrent des sortes de makerspace. Ok, je ne suis pas sûre, moi. Je pense que c'est important. Il faut des espaces qui proposent de nouvelles manières de collaborer. Le problème, c'est que ces lieux, il faut vraiment bien les penser. C'est-à-dire, ces lieux, il faut qu'on puisse s'y frotter. Il ne faut sûrement pas que ce soit un lieu coincé au 17e étage, avec toutes les machines qu'il faut, la possibilité en termes de sécurité de pouvoir y accéder, d'être sûr qu'il faut que ce soit des choses qui soient très, très fluides. Google, là, que vous voyez, je ne peux pas vous passer la vidéo, mais ils ont ouvert ce lieu, et volontairement, ils l'ont fait assez petit pour que les gens à l'intérieur se frottent énormément, ils soient obligés de s'entendre, de se parler, et donc de faire ensemble. Donc voilà, ça c'était une dimension qui est assez intéressante. Mais voilà, moi, pour en revenir à ça, je ne pense pas que ce soit une problématique uniquement de lieu. Je pense que pour faire danser ce mammouth, qui est la grande entreprise, excusez-moi, mais je pense que c'est quand même un petit peu le cas, ce n'est pas personnel, hein, c'est une question de vision. Il faut en revenir un peu à cette question du pourquoi et du comment que réconcilient les artisans, que réconcilient les makers, et arrêter de séparer cet homo faber qui fait cette homo laborans qui travaille. C'est la réconciliation un petit peu de ces deux dimensions. Et c'est ça, à mon avis, qui est extrêmement intéressant, parce que ça remet une dimension d'horizontalité, ça casse complètement les rapports d'autorité. À partir du moment où on fait ensemble, on peut dire à l'autre qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il nous demande ce qu'il est en train de nous demander. Et c'est la responsabilité des managers là-dedans de ne plus aller vers des injonctions paradoxales. En effet, il faut changer un peu les choses. L'autre notion, c'est l'intérêt général. Les makers sont poussés par ça, et la grande industrie, souvent, les gens ne se rendent plus compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est une étude qui a été faite, où on voit un petit peu, donc c'est la population qui répond, ce n'est pas forcément les ingénieurs, mais quand on leur demande un petit peu qui est-ce qui est en train de faire du bien au monde sur ces sujets-là, donc l'amélioration de la qualité de vie, la protection de l'environnement, la santé, on voit que la proportion, ils pensent que les ingénieurs sont extrêmement peu à le faire, alors que c'est démentiellement élevé pour les chercheurs. Or, je ne suis pas sûre que les chercheurs actent plus que certains ingénieurs dans certaines grandes entreprises pour modifier, par exemple, notre rapport à l'eau, comme on peut le voir un peu chez Suez. Et à partir du moment où on réintroduit cette problématique dans les grandes entreprises, à partir du moment où on fait repenser aux gens qui sont en train de penser la façon dont vous buvez votre eau tous les matins, que le fait que peut-être qu'il y ait des tas d'œstrogènes à l'intérieur, et ça vous perturbe énormément, et qui sont en responsabilité de ça quand ils sont en train de proposer des réponses pour des appels d'offres et pour des villes entières,
et ben d'un coup, ils sont motivés, et d'un coup, leur travail, ils le font différemment, parce qu'ils arrêtent d'enchaîner un peu les volets techniques qui sont innovants, et ils commencent à penser un peu l'ensemble. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important. Autre dimension, c'est le partage, parce qu'un maker, ça partage, et la grande industrie, aujourd'hui, ne sait pas partager, à mon avis. Il faut se souvenir qu'à mon avis, les réseaux sociaux, aujourd'hui, deviennent des espaces de production concrets, où on produit du contenu, et ce contenu peut devenir ensuite quelque chose de matériel et d'important. Donc, il faut réapprendre à partager ça. Si on reprend un peu l'exemple de Suez, alors c'est aussi pour des questions de confidentialité souvent, mais les gens eux-mêmes utilisent le terme de compagnonnage en disant « moi, j'ai tellement pas l'information qu'à chaque fois que j'ai un projet, je dois aller compagnonner un peu à droite, à gauche pour aller récolter l'information, savoir ce que les autres ont fait et travailler ensemble. » Donc moi, j'adore l'approche du compagnonnage, mais il faut un peu la changer. Le prototype qui communique, je passe, je finis, penser des programmatiques, parce qu'au final, ce n'est pas tant organisé. Ce manager là, dont on est en train de parler, s'il veut pouvoir créer des makers, il faut qu'il arrête de contrôler, il faut qu'il arrête de diriger, il faut qu'il anime. Et donc, c'est penser l'entreprise comme un espace programmatique où on va pouvoir apprendre, on va pouvoir faire, et c'est sûrement pas créer un lieu qui est la zone de liberté où on va vous dire « allez-y là-dedans, innovez ». Et le reste du temps, vous allez devoir continuer à fonctionner comme d'habitude. Ça, c'est terminé. Je pense qu'en effet, ça force à changer certaines gouvernances. Ça pose des milliards de questions parce que la culture makers et ce moteur de motivation ne pourra pas fonctionner si derrière on continue à salarier les gens de la même manière, si derrière on ne les rémunère pas, on ne les laisse pas autonomes en capacité à décider de ce qu'ils veulent dépenser, de qui ils veulent recruter. Donc c'est Favi, par exemple, qui est en train de mettre ce mode de fonctionnement chez eux. Il ne faut pas trop avoir peur non plus de la perte de normes et d'expérience. Et pour conclure, il est de la nature d'opprimer, la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent. Donc moi je pense que tous ces bricoleurs du quotidien avec qui on travaille sont des gens qui résistent à une forme d'absurde, qui ont envie d'aller vers autre chose. Et donc je vous invite à le faire parce que mine de rien ça rend heureux et ça fait du bien. Merci. Merci. Tu peux respirer maintenant. Deux, trois questions qu'on a reçues par Twitter. La première, elle a trait à la question du partage. Avant, tu parlais du lien entre Ford et le Tech Shop qui produisait plein de brevets, des idées en rupture. Bon, il n'y a pas un changement quand même dans la manière de gérer la propriété. Est-ce que c'est un blocage ou est-ce qu'au fond, on arrive à gérer ça aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment géré. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt ignoré parce qu'on n'est pas encore sur quelque chose de suffisamment massif. On n'a pas encore forcément de solution. En tout cas, donc je pense que c'est plutôt dans l'évitement. On n'en parle pas trop, parce que sinon, en effet, on en revient très vite à une dichotomie. Sur TechShop, ils sont en train de regarder un petit peu quelle est la part des brevets qui appartiennent à TechShop, comment rémunérer les individus quand ils créent sur ces choses-là. Donc pareil, c'est des choses qui sont en train de s'inventer. Il y a des nouvelles licences aussi qui sont en train d'apparaître, qui vont marquer la contribution et qui vont permettre comme ça peut-être de dissocier un peu plus tout ça. Voilà, c'est très en évolution. Pour l'instant, si on l'aborde, c'est fini, dans mon expérience. D'accord, donc on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, où on pourrait retrouver le sens d'origine des brevets. Au départ, ça servait à publier des connaissances, peut-être. Bien. Ouais. Deuxième question que j'avais, mais quelque part tu as commencé à y répondre. Est-ce que ces choses-là sont possibles au pays de Descartes ? La réponse est visiblement un peu oui, quand même. Pour moi, oui. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un élan qui est quasi tellement naturel quand les gens partent dans des démarches comme ça, et que c'est de là qu'on arrive à convaincre ensuite un petit peu la direction. Nous, on part rarement vraiment des hauts dirigeants, parce que, encore une fois, à chaque fois, on bloque. Par contre, si on arrive à créer ces zones, alors je suis désolée du mot, mais moi, je pense qu'il est assez réaliste, qu'il est assez vrai, ces zones de joie dans le travail, dans l'entreprise, les gens comprennent, voient, et ensuite, petit à petit, intègrent et arrivent à s'acculturer. Donc oui, je pense que c'est plutôt possible. C'est pas simple, je pense que ça exige une forme de psychanalyse collective dans le rapport au travail, à l'autre, à la confiance, à tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je pense que naturellement, on tend à aller vers ça. Merci beaucoup.